Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et, comme toujours, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Mario. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Très, très bien. Aujourd'hui, on est dans les bureaux de Microsoft à Montréal. Ben oui. Ça arrive des fois qu'on est à l'extérieur, mais là, on est à Montréal aujourd'hui. On n'est pas dans ta voiture ou dans un corridor du centre-ville de Montréal. On fait une vraie émission avec un vrai enregistrement. Oui. Notre invité, c'est Éric Moreau. Salut Mario, salut Guy. Salut. Un vieux de la vieille. Un vieux de la vieille Hey, ça avec fait des combien? cheveux gris. Ça fait combien d'émissions, là? Je les ai pas comptés, mais 4, 5, 6, je sais pas, dans ce coin-là. Plusieurs. Et puis même, toi, tu as 3 ans aussi, tu es toujours renouvelé pour ton prix de MVP. Oui. Donc, tu arrives à quelle Ton année? prix. Ta reconnaissance. Ta reconnaissance. Ah, J'ai eu ma 14e reconnaissance cette année et ils ont changé 2 lettres pour remplacer par 3 lettres. Parce qu'ils ont fait une migration, il n'y a plus des MVP VB ou C#, c'est maintenant des MVP .NET. OK. Donc Fait que j'ai perdu mon titre de VB. Je sais pas si ça me fait de la peine ou si ça me rend heureux, là, mais ça change pas grand-chose pour moi. ben, de toute façon, .NET n'est pas intéressant dans la mesure où c'est un peu plus large que juste Visual Basic. Ça fait plusieurs années qu'on dit, parce qu'il n'y a plus de programmeurs uniglottes, ça se dit-tu, ça? Ouais, on est polyglotte maintenant, on est très bilingue. Le monde à Montréal est très bilingue, mais les programmeurs font autant du VB Je pense que que du c'est à la C#. grandeur de la planète, les programmeurs sont très bilingues, Ouais. ou en tout cas multilingues. Multilingue, ouais. Donc, ça faisait plusieurs années, de toute façon, tu programmais autant en C# qu'en VB. Oui. Puis tu sais, en réalité, tu t'intéresses bien plus à la plateforme.net, puis entre autres, là, avec le nouveau compilateur Roslyn, c'est un service maintenant, la compilation. Là. J'ai appris à mettre mon point-virgule au bout de la ligne puis à être case sensitive parce que la différence entre VB et C# est très, très, très minime. Donc, 14e année comme MVP. MVP. Maintenant, plus de 10 ans que tu es impliqué dans la communauté à Montréal. Ça non plus, je compte pas ça. Ça me rajeunit pas, mais ça fait plusieurs années ça aussi. Là. Ben, ça doit faire au moins 14-15 ans parce que j'ai été nommé MVP après mon implication donc ça fait à la communauté. Donc toi, tu as connu, à l'époque, ça s'appelait Groupe Utilisateur Visual Basic, c'est devenu .NET. De .NET, c'est devenu Visual Studio. Puis de Visual Studio, on s'adapte. On a changé au fil des années. Là. Toutes les 2-3 ans ou 4 ans. Là, maintenant, c'est la communauté MSDev Montréal. Oui. Donc, ça dit ce que ça a à dire. Tous les développeurs qui s'intéressent aux technologies Microsoft, c'est la place à s'impliquer, ou en tout cas à venir aux séances. Puis il y en a à peu près 3-4 par mois, là, différents sujets. Mm-hmm. Outre ça, tu es un consultant indépendant. Oui, depuis 2007, ça fait 8 ans. J'ai pas de temps mort, tout va bien. Oui, hein? Donc, puis souvent 2 ou 3 clients en même temps. Donc, habituellement 2. Parce que j'en ai toujours un que, historiquement, je faisais une journée par semaine, que j'ai continué. Ça fait 10 ans que je travaille avec lui. Donc, de ce côté-là, ça va très, très bien aussi. Ouais, c'était sûr, comme d'avoir un contrat de base. Ouais. Je reviens à mes vieilles pantoufles une fois par semaine, puis je continue avec tout ça. Puis, outre ça, je veux parler d'un point qui ça touche pas l'informatique du tout, mais tes filles jouent au football, au soccer. Au soccer, oui. Assez haut niveau. Oui, puis Puis les deux jouent ce qu'on appelle la catégorie U21. C'est jusqu'à 21 ans, donc c'est des filles entre 17 et 21 ans. Puis là, t'es coach ça encore parce que Non, je les coach plus. J'ai accroché mes crampons il y a quelques années. Elles m'ont dépassé, puis avec mes petits ennuis à courir. Parce que j'étais pas le genre de coach à dire faites 2 tours de terrain, puis venez toi, tu t'assoyais, puis venez me rejoindre. Là, je le faisais avec eux autres. Fait que elles m'ont dépassé techniquement. Fait qu'à un moment donné, j'avais plus de plaisir, puis j'ai laissé la place à d'autres qui étaient plus compétents. Ouais, ben surtout quand ils viennent à un niveau plus élevé. Pour les faire grandir, là. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc, c'est une de tes facettes. Plusieurs fait. Il y a Plusieurs cordes à mon arc. C'est ça, il n'y a personne qui est unidirectionnel, ou en tout cas, on a toujours plusieurs axes. Il faut sortir de l'informatique une fois de temps en temps. Ça fait du bien s'aérer le cerveau. Que ce soit n'importe quoi qu'on a comme hobby, il faut débrancher de l'écran du clavier une fois de temps en temps. Ouais, moi, je sais que là, ça fait 3 ans maintenant que je me force à twist. L'automne arrive, d'ailleurs, j'ai décidé quel livre je lirais, mais de lire autre chose que de l'informatique, parce que j'ai toujours une pile de livres que je veux lire, puis à un moment donné, tu te rends compte que, t'as plus le temps de lire juste un bon roman ou une biographie, parce que
eux autres aussi se retrouvent sur ta pile, puis là, ben, t'es pris dans un dilemme. Donc là, j'ai décidé que moi, que les automnes, c'était un temps où je libérais du temps pour lire. Puis en même temps, ça nous permet justement des fois, c'est bizarre. On pense que ça nous aidera pas pour l'informatique. Puis parce que on sort justement de notre cadre de référence classique, ça va nous aider à voir les choses différemment. Puis là, on peut réattacher ça avec notre métier de tous les jours. Ouais, ça éclaircit le cerveau. Oui. Ben, en fait, d'une bonne façon, là, mais ça change les idées. Oui, puis ça donne des points de vue différents aussi sur regarder le monde. Aujourd'hui, on va parler de Visual Studio 2015. Oui, on parlera pas de code, parce que c'est très difficile de parler de code juste avec des mots. Fait qu'on va parler de Visual Studio 2015 dans son ensemble. C'est ça, le produit. Les nouveautés, ouais. Qui a été annoncé en juillet dernier. Ça fait longtemps qu'il était en preview. La date officielle de livraison pour Microsoft était en juillet. Une semaine avant le lancement de Windows 10, parce qu'il y a des choses que Windows 10 avait besoin de Visual Studio 2015 pour pouvoir livrer. Et Visual Studio 2015 avait besoin de certaines choses de Windows 10 aussi. Fait que les deux allaient relativement bien ensemble. C'est pour ça qu'ils ont été sortis assez rapidement un après l'autre, là, en dedans d'une semaine. Puis Visual Studio, chez Microsoft, il y a beaucoup de produits qui, tranquillement pas vite, sont en migration de passer de produits avec livraison fixe à tous les ans à produits qu'on met à jour à toutes les 3 semaines sous forme, puis qu'on vend même sous forme de service. Je pense à Office 365, Visual Studio Online, qui est leur site web qui te permet justement de pouvoir gérer tes systèmes de travail, tout ça. Puis là, ben, j'en oublie une panoplie d'autres. Toi, Guy, qui est un MVP Azure, t'en connais une panoplie de services. Puis Visual Studio, le produit lui-même, il est encore dans un modèle, si tu l'achètes, c'est annuel. Peut-être qu'on va avoir une évolution dans le futur, mais pour l'instant, il n'y a rien annoncé de ce côté-là. Puis on est toujours sur un modèle où est-ce que tu décides de la version que tu vas acheter, puis là, tu payes le prix. Oui. Ils ont quand même accéléré la cadence. Hein. On se souvient, ils ont sorti 2002-2003 rapprochés parce que c'était les nouvelles versions, puis il y avait beaucoup de mises à jour à faire. Après ça, c'était l'an 2005. Après ça, 2008. Fait qu'il y avait une espèce de cadence. De 2-3 ans. Après ça, après 2008, ça a été 2012. Donc là, ça a été très, très long. Puis là, il y en a qui disent ouais, mais c'est trop long entre les versions, ça prend trop de temps avant que nos nouveaux features arrivent. On veut que vous accélériez. Pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui disent non, ça va trop vite, on aimerait que vous ralentissiez, on pourra jamais satisfaire tout le monde. Mais là, ils reviennent à un cycle. Après 2012, il y a eu 2013, assez rapproché. Là, c'est 2015. On n'a pas entendu, comme tu disais, de nouvelles à savoir quand est-ce qu'ils vont sortir le prochain, mais eux autres, ce qu'ils planifient, c'est 12 à 18 mois, ils vont sortir une nouvelle version. Puis, ils ont commencé aussi à sortir des projets un peu sur le côté que tu vas downloader avec du NuGet. Donc, tu peux faire évoluer, à partir d'une plateforme qui est stable, tu vas faire évoluer soit tes projets qui sont à l'intérieur ou ces choses-là. Fait que, oui, on a besoin d'un cadre qui est stable, mais les petites fonctionnalités à l'intérieur, c'est des morceaux qu'on va pouvoir remplacer. Tout à fait. Donc, juste pour, peut-être en commençant, c'est quoi les types, les versions? Est-ce que le produit, en 2015, est-ce qu'il se vend de la même façon que le produit 2013, où il y a des changements assez majeurs de ce côté-là? Il y a une nouvelle chose qui est apparue à la fin de la vie de 2013, c'est ce qu'on appelle le Community Edition. Il y avait une demande du marché de dire oui, mais moi j'ai une petite shop où je donne de la formation, je veux pas devoir payer le montant pour chacun de mes utilisateurs. Puis je veux pas être limité par la version Express. La version Express a toujours existé, elle a toujours été gratuite, mais elle est très limitative. Donc, ils ont sorti ce qu'on appelle la Community Edition. C'est ni plus ni moins que la version Professional à quelques features près, là. C'est la version Professional qui est gratuite, qui contient tous les langages, toutes les plateformes et tout ça, mais qui est limitée, premièrement, si vous êtes au niveau académique, si vous êtes un professeur, si vous donnez de la formation, il n'y a aucun problème, vous pouvez l'utiliser. Si vous êtes un hobbyiste chez vous qui travaillez tout seul sur vos petits projets, il n'y a aucun problème. Si vous travaillez sur des projets open source, c'est complètement gratuit, peu importe la taille de l'équipe. Et si vous êtes en entreprise, c'est là qu'il faut faire attention. Si votre compagnie fait plus d'1 million par année, ben vous n'êtes pas éligible à utiliser le Community Edition. Mais c'est quand même un gros changement. Ouais. C'est la première fois. Ça a été annoncé sur la fin de 2013. Donc, il y a une version 2013 Community Edition qui est disponible. 2015, c'est packagé. Ça fait partie des éditions là, publiques offertes. Les versions Express sont encore disponibles.
justement pour les entreprises qui feraient plus d'1 million de dollars de chiffre d'affaires par année. Encore eux autres, là, ils vont aller plus vers la version Pro. Ils vont aller vers la version Pro. Mais cette version Express-là est encore disponible. Mais la version Express, c'est très limité en termes de fonctionnalité. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va installer la version Express pour faire du web ou pour faire du Windows Phone ou pour faire du Windows. Puis t'as pas d'extension. Puis les third party ils fonctionnent pas tous très bien. Il y en a qui s'installent même pas du tout sur la version Express. Je pense pour 2015, ils ont gardé les versions Express juste pour pas faire un trop gros choc dans l'écosystème actuel. Ouais. Parce que ça, c'est annoncé en octobre l'an passé, en 2014. La community. Guy, tu t'en souviens peut-être, c'était lorsque Microsoft a annoncé quelque chose d'assez majeur. C'était à New York, donc si tu peux nous rappeler qu'est-ce qu'il en était. Là, il me regarde avec un petit sourire en disant « Comment ça? Moi, je vais faire ça, ce rappel-là. » De quoi tu parles? Mais essentiellement, tu te souviens, Microsoft, c'est là qui a annoncé que, grosso modo, il mettait .NET dans le domaine open source, qui adoptait l'open source, puis même certains des titres, c'était comme « Ah, tout d'un coup, Microsoft aime beaucoup Linux. Linux et Microsoft sont maintenant les meilleurs amis. » Ce qu'on peut voir maintenant depuis les 12 derniers mois, je pense que c'est rendu... Les gens, au début, étaient sceptiques de la communauté open source, mais après 12 mois, ils se disent « Ah, ben écoute, c'était pas juste... souvent, faut pas juste... on voit les babines, mais est-ce que les souliers vont suivre? Là, ils ont vu que Microsoft livre la marchandise, puis une des items dans cette livraison-là, c'était de faire en sorte qu'il y avait une version de Visual Studio pour aider justement tous les gens qui font des projets open source sans avoir à dépenser des sous. Parce que pas juste open source. Hein. Donc, si tu travailles d'un point de vue commercial, si ta société, ta compagnie fait moins qu'1 million... 1 million, oui. 1 million de chiffre d'affaires par année. C'est beaucoup d'entreprises, ça. Ouais, c'est des startups, là. La majorité de les startups sont couvertes par ça. Puis si t'es à l'université en train d'étudier, ben là, tu aucun te pas, tu peux prendre ce produit-là sans encore là, il y a d'autres programmes. Il y a des programmes BizSpark pour les petites entreprises les startups qui commencent. DreamSpark aussi pour les étudiants. Ils ont tous les suites de logiciels gratuits. Là. Donc ça, c'est à... Là, ce qui est intéressant avec ces programmes-là, c'est surtout que tu as du temps du côté du cloud avec leur service Azure. Ouais, t'as d'autres choses comme ça. Que t'as pas si tu prends juste la version studio de base. Donc, puis là, si tu veux pas utiliser la version gratuite, il y a encore des versions payantes parce qu'il faut qu'ils fassent de l'argent quelque part. Donc, la version professionnelle qui existait avant existe encore. Ils ont ajouté les Code Lens. Les Code Lens, là, c'est les fameux petits, des petits tags là, qui s'ajoutaient par-dessus toute l'information qui va collecter sur ton serveur de code, puis ton serveur des thèmes de travail. Puis ça, avant ça, c'était disponible seulement dans les versions Ultimate et Enterprise. Mais là, la version Ultimate n'existe plus. C'est la version Enterprise. Il y a plus une branche entre les deux qui était difficile à justifier. Donc, ils sont passés de 3 produits qui vendaient à 2 produits. À 2, ouais. Professionnel et Enterprise. Entreprise. Puis il y en a un autre aussi, c'est la test, pour ceux qui font les tests, là, pour le QA. Eux autres, ils ont une version qui existe encore. C'est pas tout à fait de Visual Studio, mais on a besoin de l'environnement de Visual Studio pour IntelliTrace et ces choses-là. Donc, la Pro, c'est essentiellement toutes les fonctionnalités plus Code Lens. Et forcément, quand on dit toutes les fonctionnalités, parce que même la version communauté, tu as toutes les fonctionnalités pour te brancher à des gestionnaires de code source, à des outils de gestion des systèmes de travail. On pense à TFS, au Visual Studio Online. Git. Dans Community Edition, ils ont limité le nombre d'utilisateurs à certains projets. Parce qu'ils veulent quand même pas qu'une shop de 100 personnes, même si t'es pas supposé l'utiliser parce que à 100 personnes, tu fais plus qu'1 million par année, certains. Là. Ils ont quand même limité à un certain nombre de programmeurs par projet. Mais donc, si t'es une entreprise, mais là, tu vas avoir à choisir entre la Pro et la version entreprise. Puis, c'est quoi la grosse différence entre les deux? 1200 ou 6000? Puis, mais s'il y a une différence de prix comme ça, c'est est-ce qu'il y a des fonctionnalités... Dans la version Enterprise, on parle de lab management. On parle de déploiement encore plus poussé. On parle d'IntelliTrace pour le débogage à grande échelle. Donc, il y a des features qui sont vraiment spécialisées, grande entreprise. Puis habituellement, on va avoir 1, 2, 3 développeurs qui ont de la version Enterprise, puis le reste du monde va avoir une équipe, version... Là, c'est pas tout le monde qui a besoin de Mais souvent, les entreprises, eux, ils vont pas acheter le Visual Studio tout seul, ils vont acheter plutôt une licence MSDN, Microsoft Developer Network.
Ça, le MSDN, ça vient toujours avec l'entreprise, je pense, hein? Pas nécessairement. Tu vas avoir ton MSDN Pro ou ton MSDN Enterprise. Puis quand tu vas installer, tu as acheté dans ton package 10 Enterprise puis 50 Pro ou un Enterprise puis 5 Pro. Ben, c'est à toi après ça à justifier, je l'ai installé, oui, réellement, une seule fois ou 5 fois ou c'est encore sur l'honneur de la façon que les entreprises gèrent ça. Puis ça a toujours été comme ça. Puis à 1200 et à 6000, ce que je vous donnais comme prix, c'est avec MSDN. Parce qu'on achète rarement le Pro sans le MSDN. Ouais. MSDN, il y a toutes les licences de SQL, de SharePoint, de Windows, de Office. Pour le développement. Pour le développement, oui. Pas pour installer sur tes serveurs de production. Non. Pas supposé. Non. Donc, essentiellement, avant, on avait 3 versions payantes. Maintenant, on a 3 versions. Une qui est, on pourrait dire, gratuite, qui est la version communautaire. Ouais. Fait que, juste, la version architecte, là, à un moment donné, il y avait une version architecte. C'est dans la version Enterprise maintenant. OK. Elle était dispendieuse, là, c'était 14 000 ou quelque chose comme ça. Pour faire quelques diagrammes que personne n'utilisait. Ouais, les diagrammes UML. Ouais. Puis... Ça, c'est dans la version Enterprise maintenant. Fait que finalement, en gros, c'est comme si le prix avait baissé aussi en même temps. Oui, parce que c'était pas les features qui faisaient vendre. C'est des goodies qui donnent à la version Enterprise, mais c'est pas ça qui faisait vendre une licence, là. Mais la réalité, c'est qu'il y a presque pas beaucoup, en tout cas, peu de monde qui vont prendre le temps de faire des diagrammes UML. Puis ceux qui le font en entreprise, souvent, pour différentes raisons, ils avaient déjà adopté un outil UML, que ce soit les produits comme Sparks ou d'autres produits. Enterprise Architect. Quelque part, les gens se disent, ben là, oui, tu me le donnes dans Visual Studio, mais nous, ça fait déjà 3 ou 4 ans qu'on utilise tel autre produit. Souvent, c'est parce qu'ils savent même pas que le feature est là. Moi aussi. Parlant de feature. Donc, nouvelle version, ça veut dire nouveau... Possibilité. Oui. Nouvelle donc, possibilité. Oui. Si on partirait de haut, à haut niveau, pourquoi, premièrement, Microsoft sort une nouvelle version? Qu'est-ce qu'il y a de différent là, qui a changé dans l'écosystème qui fait que ça nous prenait une 2015? Il y a plusieurs petites choses, mais il y en a une, entre autres, qu'on entend parler depuis plusieurs années, c'est le fameux Roslyn, qui ont livré. Parce que depuis plusieurs années, c'était en bêta, c'était en CTP, le monde pouvait le downloader. Donc, qu'est-ce que c'est, ce Roslyn? C'est le compilateur, le Compiler as a Service. C'est un compilateur offert à Visual Studio qui permet de... Ils ont réécrit complètement le compilateur sous la forme as a service. Ce que ça permet, c'est de créer des nouveaux produits par-dessus ça. Ce qu'on voit dans Visual Studio 2015 comme première étape, c'est les Code Analyzer. Ce qui était fait avant avec d'autres outils externes qui étaient plus limités, c'était des engins de règles habituellement qui arrivaient à parser votre code puis à dire, ben ici, il y a quelque chose qui devrait être amélioré, ça devrait pas être écrit comme ça. Mais maintenant, parce que le compilateur est offert comme un service, n'importe qui veut écrire un petit peu de code, et c'est pas vraiment compliqué, peut écrire son propre analyzer. Moi, dans mon entreprise, je veux qu'après tel statement, je veux avoir autre chose. Puis l'engin, Roslyn, lui, il n'est pas offert dans l'open source par Microsoft? Non, pas encore. Mais il y a des choses qui conservent pour eux autres quand même. Il y a des choses qui peuvent pas sortir à l'externe. Par contre, comme tu dis, si tu écris dès que tu sais que dans ton écosystème, tu as un Visual Studio, donc tu sais que tu as accès à Roslyn, tu peux faire tes analyzers, tu pourrais même avoir ton propre langage et utiliser cet engin-là pour faire la compilation. Oui. Il n'y a rien qui t'en empêche. Donc, il y avait ce changement-là très fondamental au niveau d'architecture, mais si je disais à quelqu'un, « Hey, un nouveau compilateur », il va dire, « Ben, attends, moi, je compile en C# depuis 10 ans, là, 15 ans. Fonctionnellement, d'un point de vue fonctionnel, ça serait quoi les gros changements? » Ça dépend de la plateforme sur laquelle on travaille. Je ne sais pas si tu veux m'amener vers les nouveautés qu'il y a du côté ASP.NET, entre autres. ASP.NET, c'est une refonte assez globale, ce qu'ils ont fait de ce côté-là. Donc, il y a une refonte complète aussi de la vision de qu'est-ce qui est ASP.NET. Oui. La façon de structurer les projets, l'item de solution qui existait avant n'existe. Ça existe encore, mais c'est plus un projet comme c'était avant. Et tout ça parce que maintenant, les nouveaux projets ASP.NET peuvent rouler autant sur des serveurs Windows que des serveurs Linux que sur des serveurs Mac. Ça, c'est complètement nouveau pour Microsoft. Où est-ce que moi je veux t'amener, c'est que on commence il y a une ouverture. Il y a une ouverture, c'est-à-dire que
dans la dernière année, avec l'annonce, je faisais référence tout à l'heure à l'annonce, Microsoft disait, on va mettre dans l'open source un paquet de code, on va adopter l'open source. Ça, c'était un des premiers gestes qu'ils ont fait. Un autre geste qu'ils ont fait aussi dans le virage, je dirais pas à 360 degrés, mais à 180 degrés de Microsoft, c'est de se dire, oui, Windows est important. Oui, Windows, on y croit encore, mais on reconnaît qu'il y a d'autres plateformes. Puis, pour nous, surtout si c'est des plateformes serveurs, tout ce qu'on veut, c'est les rouler sur notre Azure. Donc, que ce soit du Linux ou du JavaScript, on veut rouler ça sur notre partie serveur. Et à quelque part, du côté client, tu sais, le mobile, là, on peut pas l'ignorer. Donc, il y a du iOS, il y a du Android. Ben là, du côté client, parce que là, ASP.NET, c'est principalement du côté serveur. C'est certain qu'il y a un rendu client quand on navigue sur ces pages-là. Mais si on parle de technologie purement client... mais revenons. Du côté serveur, Microsoft a reconnu qu'il y avait autre chose que juste .NET qui pouvait rouler, dont entre autres du JavaScript avec Node.js ou TypeScript. Ou aussi faire des sites ASP.NET, mais pas les héberger sur un OS Windows, mais les héberger par exemple sur un OS Macintosh ou un OS Linux. C'est surtout Linux, je pense, qu'il y avait en tête, parce que Linux quand même utilisé beaucoup du côté serveur. Et eux, ce qu'ils disaient, c'est qu'ils veulent que les gens utilisent ASP.NET, même si tu cibles la plateforme Linux. Oui. Puis ça demandait une refonte complète d'ASP.NET. Ils ont refait ça, et là, ils l'ont intégré dans l'outil, dans Visual Studio 2015. C'est maintenant présent. Oui. Il faut dire qu'au moment où on se parle, milieu septembre, ASP.NET 5 est encore en bêta, il n'est pas sorti encore. Là. Mais il est annoncé, version puis finale. Visual Studio 2015 devrait supporter ce modèle-là, si je comprends bien. En fait, il supporte la version bêta, là. C'est déjà inclus, là, mais il faut dire que c'est encore une version bêta. Là. Et comme c'est des blocs qui peuvent être déployés assez facilement par NuGet, quand la version finale va être sortie, les NuGet les packages vont mettre à jour vos solutions. Puis le tooling aussi dans Visual Studio. Puis ASP.NET 5, c'est aussi quelque chose que Microsoft ont développé dans le modèle open source. Oui. Puis je pense, Eric, toi, tu as jeté un coup d'œil, même tu m'avais dit que Roslyn, mais là, tu as vérifié, puis Roslyn est aussi open source. Roslyn est open source aussi. Donc, finalement, beaucoup de choses sont... Ça prend ça parce que si on le déploie, là, le .NET Core sur Linux ou sur Mac, il y a Roslyn là, qui est aussi déployé. Là. C'est ce qui fait qu'il y avait besoin de mettre Roslyn aussi disponible sur ces plateformes-là. Donc, il y avait un gros changement du côté serveur. Puis Visual Studio 2015 va permettre de cibler ces nouvelles façons de faire-là. Puis aussi, dans tout ce quand on parle d'ASP.NET 5, là, il y a comme un changement là, complètement là, un virage à 360 degrés là, du côté de Microsoft. Donc tout l'aspect projet, ça a changé là, complètement. Là. On s'enligne plus vers comment on développe du web sur les autres plateformes. Fortement inspiré par comment on développe du web en JavaScript. Avec la plateforme Node.js. Node, c'est ça. Ou avec sur PHP, tous les outils là, qui permettent de... Tous les outils, genre, tous ceux qui font du ASP.NET là, vont connaître ça. Grunt, Gulp, NPM, Bower. Toutes ces affaires-là que le monde devait avoir des scripts. Toi, développeur Windows toutes ces affaires-là que c'est ça. Mais tous ces outils-là que les vrais programmeurs web utilisaient, ils devaient les utiliser pas mal à l'extérieur de Visual Studio parce que c'était pas natif à Visual Studio. Là, ils ont fait des intégrations parce qu'ils savent que le monde utilise ces outils-là. Ils ont besoin de les utiliser. Puis pour avoir une meilleure expérience, pour attirer les programmeurs web aussi qui utilisent pas Visual Studio nativement, ils ont facilité l'intégration de ces outils-là. Fait qu'il n'y a plus de raison de dire j'utiliserai pas ça parce que Bower n'est pas supporté. Non, il est supporté maintenant. Donc, une des raisons pour laquelle on voudrait migrer vers 2015, c'est parce que justement, on fait du web version moderne et Visual Studio te permet de faire ça. Puis on veut avoir une intégration avec les outils. C'est sûr que si tu peux faire du web sans beaucoup d'intégration, puis Microsoft a une solution pour ça aussi, c'est Visual Studio Code, qui ont aussi annoncé à peu près en même temps, ou en tout cas il y a peut-être quelques mois, c'était la conférence Build. C'est un autre produit, même si l'acronyme Visual Studio, ça s'appelle Visual Studio Code, c'est un autre produit, c'est pas la même chose que Visual Studio. En fait, dans le marché, on entend deux types de produits. Tu as les IDE, donc le produit qui fait beaucoup de choses. Comme Visual Studio 2015. Comme Visual Studio, exactement. Puis ensuite, tu as les éditeurs là, comme
un code, c'en est un, là. Puis, pour ceux qui sont, mettons, dans le monde Mac, on utilisait Sublime. C'est ça. Donc, ce type d'éditeur-là, ou bien, si on remonte à très longtemps, le bon vieux VI, c'était un éditeur. Puis, ces éditeurs-là, l'évolution, en fait, qui s'intègre maintenant avec les gestionnaires de code source, on pense surtout à Git. Et Microsoft voulait pas être en reste, donc ils ont fait aussi un produit qui faisait ça, c'est Visual Studio Code. Mais si on revient à 2015, donc si tu es un développeur serveur, web, t'aimes le ASP.NET ou tu t'intéresses beaucoup à utiliser JavaScript, 2015 répond à, en tout cas, t'offre ce développement-là. Tu peux faire encore du Microsoft traditionnel, mais tu peux être très ouvert sur tout ce que le marché te propose qui est bien, qui vient compléter ASP.NET ou qui vient l'améliorer. Donc, tu es ouvert à tout ça. C'est vraiment une ouverture flagrante. Si j'ai déjà des projets qui roulent en ASP Net classique, 4 là. ou classique ou whatever. Tout va marcher. Tout va marcher, là. Je suis pas obligé de passer. Il me semble qu'il y a encore le Web Forms. Le bon vieux Web Forms, là, il me semble qu'il est encore là. Un petit peu plus moderne, là. Donc, entre les deux, ça existe encore. MVC, là. Ça existe encore. MVC 3, 4, là. Parce que, essentiellement, ce qui peut... je dirais pas dire, mais ce qui va juste surprendre un développeur, c'est quand il va regarder dans les projets web, il va avoir une panoplie maintenant. Il y en a beaucoup plus. Parce qu'il y a plus juste un projet ASP.NET, puis ASP.NET MVC, mais là, tu vas voir maintenant ASP.NET MVC 5.0, parce que, ou en tout cas, lié avec le numéro 5 pour te dire, hop, ça, c'est la nouvelle façon de faire. Mais si toi, tu as des projets où tu veux pas migrer à ça, tu vas pas continuer. Un coup, tu as fait ton projet de départ, tu tombes dans ton environnement comme tu es habitué, avec, des améliorations pour tout ce qui est l'intégration, par exemple, avec les gestionnaires de code source ou les systèmes de travail, ou comme tu disais, des codeless. Donc, il y a quand même des améliorations au niveau du EDA, on va en parler un peu plus tard, qui ont été mis en place. Mais les premières améliorations, c'est que dans les projets, tu vas pouvoir démarrer, tu as des nouveaux types de projets. Mais t'es pas obligé de cliquer dessus si jamais ce type de projet-là fait pas ton affaire. Toi, tu veux rester dans le monde que tu connaissais. Ça s'applique encore à toi. Visual Studio est encore ton éditeur à toi, ton IDE à toi. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ils veulent aller chercher d'autres clientèles qui leur échappaient jusqu'à maintenant. Puis une type de clientèle, c'est les développeurs serveurs. Donc, ils font du web. Eux, ils étaient peut-être moins bien servis que 2013. 2015, il aura vraiment le bon outillage. Meilleure intégration. Le produit Visual Studio 2015 a été lancé une semaine avant Windows 10. Est-ce qu'il y a un lien là-dedans? C'est-à-dire, est-ce que ça se pourrait que Visual Studio 2015 pourrait aussi aider les développeurs Windows 10? Ben, il y a ce qu'on appelle maintenant... Tu sais, avant ça, là, on avait les applications métro. Ouais. Mais Ça là, s'appelle comment maintenant? Windows Store, à l'époque. ça s'appelle UWP, Universal Windows Platform. Ça remplace universelle. Ouais, universel. Puis par universel là, Microsoft il voit large. Il voit aussi petit que les téléphones. Ouais. Après ça on grossit un peu, on est rendu aux tablettes. Après ça on grossit encore un peu, on est rendu à nos PC. On peut grossir encore un peu la Xbox, hein, c'est encore un device qu'on peut programmer. Grossir encore plus. Surface Hub qui s'en vient en janvier probablement. Ouais. Ça va, c'est des écrans à 55 et 84 pouces. Mais il y a grossi encore plus HoloLens qui s'en vient prochainement. On sait pas quand, mais ça va arriver un Ça jour. en vient à un moment donné. Là, s'ils arrêtent de les envoyer dans les navettes qui sautent en chemin, là, on va peut-être en avoir sur les tablettes à un moment donné. Puis il y a tout le Internet of Things aussi que UWP est supposé pouvoir faire. Donc, amener... UWP, c'est la nouvelle façon de programmer des applications Windows 10. Ben, nouvelle. C'est basé beaucoup sur le XAML. Donc, tous ceux qui ont fait du WPF ou du Silverlight ou n'importe quoi XAML, mais à part ces deux-là, il n'y en a pas bien d'autres. C'est intéressant. Hein? Moi, je me souviens, 2 ans et demi, 3 ans, je suis obligé de dire à tout le monde qui avait investi beaucoup dans Silverlight, c'est-tu plate, mais votre chien est mort, Microsoft s'en vont, JavaScript mur à mur, parce que quand ils ont annoncé Windows 8, ils ont annoncé que Silverlight, pour eux autres, pour nous autres, c'est plus le futur. Puis comme ça ne sera pas la première fois que Microsoft font ça, on sait que dans la compagnie, il y a des guerres internes. Donc, le groupe qui pensait avoir gagné cette guerre-là ont floppé magistralement avec Windows 8. Il est arrivé Windows 8.1. On connaît ce qui arrive avec Windows 10, remaniement complet. Et maintenant, regardons ça, le bon vieux Zama est redevenu un citoyen de première classe et même le citoyen
la plateforme, puis c'est une bonne nouvelle pour tous les développeurs Microsoft parce que c'est quelque chose qu'on maîtrisait tous. Là, oui, puis MVVM, on sait c'est quoi. Puis il y a l'outillage en arrière. Blend est en arrière pour le côté plus designer. Blend est encore là. Ils ont amené plusieurs fonctionnalités qu'il y avait uniquement dans Blend avant. Ils l'ont amené dans Visual Studio lui-même. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des développeurs qui font beaucoup d'interfaces aussi, puis les autres, ils passaient leur temps à se promener d'un environnement à l'autre. C'était irritant parfois. Là, maintenant, ils ont ramené plusieurs fonctionnalités directement de Blend vers Visual Studio, donc il y a moins de transport à faire. Mais Blend existe encore quand on a besoin des animations, entre autres. Donc, si tu es un développeur qui fait du WPF, tu vas être content parce que tu as Blend maintenant, un Blend++ maintenant dans ton Visual Studio 2015. Ouais. Puis si tu es un développeur qui pense soit à court terme ou à moyen terme, développer une application universelle pour Windows 10, c'est-à-dire qui va rouler autant sur un téléphone que sur une tablette Surface ou n'importe quelle tablette Windows 10 ou sur une Xbox, ben Visual Studio 2015 te donne tout cet outillage-là aussi. Puis on n'a pas le choix, là. C'est seulement dans 2015. C'est seulement dans 2015 parce qu'il y a une contrainte. Les UWP n'existaient pas avant. Il y avait d'autres projets similaires, mais c'était pas exactement ça. Ça, c'est plus un projet Windows 8.1, là, c'était un projet UWP. Pour passer par le store, ça prend du UWP. Puis ils ont tout comme réunifié l'API. Donc c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'avant, il fallait que tu décides, je fais une application pour un Windows Phone ou pour un Windows RT ou pour un Windows 8. Puis là, en tout cas, c'était... encore aujourd'hui, comme ça, là, dépendamment de quelle plateforme tu vas targeter, le nombre de fonctionnalités que tu vas avoir accès dans ton code va en souffrir aussi. Là. On te donne des API maintenant pour être capable de les inspecter puis voir sur quel qu'est-ce que j'ai besoin. Ouais. Donc, Visual Studio 2015 te permet de cibler ce type de plateforme-là. Mais là, puis encore là, ça vient avec le lien que je disais, Microsoft s'ouvre beaucoup. Ça a l'air que dans Visual Studio 2015, si tu veux développer des applications pour Android, tu as tout ce qu'il faut. Pas juste Android, iOS aussi. Les deux, pas les compétiteurs, parce que c'est même plus des compétiteurs rendus là. Les deux qui ont le marché de tout ce qui est mobilité et téléphone, c'est iOS et Android. Mm-hmm. Xamarin, qui est un produit qui est extérieur à Microsoft, mais c'est comme pas le petit frère, même petit cousin, mettons. Là. C'est un proche... c'est un proche ami, ouais. Un proche ami parce que tu développes en C# puis ça te permet de pouvoir cibler ces plateformes-là avec des technologies Microsoft. Puis ça, c'est une compagnie qui est à côté, qui s'appelle Xamarin. Et maintenant, quand on installe Visual Studio 2015, Xamarin est inclus avec l'installation. Avant ça, il fallait aller sur un site web, télécharger certaines choses, installer par après sur notre Visual Studio de 2013. Là, c'est in the box. Xamarin, c'est payant, ça? Xamarin, c'est payant, ça. Il y a une version de base. La version de base, je suis pas au courant. La version qui s'installe avec Visual Studio 2015 ne te donne pas une licence. Tu as le droit de jouer avec, de faire des démos, des preuves de concept. C'est ça. Donc, la version de base, c'est pour t'amuser. Oui. Puis, si tu veux commercialiser, ben là, il va falloir que tu payes. Puis la version professionnelle, je pense qu'il y a une version avant... Il y a un starter, puis ensuite la version business. Ouais. La version business, à ce qu'on me dit, c'est 1 000 par développeur par plateforme par année. Ouais. Donc, si tu supportes iOS et Android, Windows Phone, c'est juste 3% du marché. Mais ça vient aussi être intrinsèque parce que tu n'as pas besoin d'une licence Xamarin pour supporter Windows Phone. Mais si tu veux que ton application Xamarin supporte le Windows Phone, je pense que... T'as pas besoin de payer, moi je peux te le dire. Tu t'achètes juste la iOS puis Android puis Windows Phone. Donc c'est 2 000 par programmeur par année. Ouais. Si tu veux avoir le full, puis si tu as la starter, c'est un peu moins. C'est moins cher là, pour la starter. $700, quelque chose comme ça. Donc là, ce qu'il voulait, là, c'est Miguel de Casa qui est en arrière de tout ça. Lui, ce qu'il voulait, c'est vraiment dire au monde, on est très proche de Microsoft. Lui, il pousse énormément fort sur Microsoft pour qu'il s'en aille vers le open source. Lui, il pousse très, très fort pour que de plus en plus de librairies soient disponibles sur le open source, pour que justement, les applications fonctionnent bien sur Android, sur iOS. Puis lui, il pousse énormément pour que son produit soit là, pour pas qu'il y ait une barrière à certaines personnes de dire « Ah ben non, c'est encore d'autres choses qu'il faut que j'installe par-dessus. L'intégration sera pas bonne. » C'est pas vrai. C'est dedans. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que j'installe 2015, je vois l'option Xamarin. J'ai Xamarin d'inclus. Là. Non.
il va falloir débourser. Puis si on veut pas débourser, il y a le fallback, là, le petit parent pauvre. Une autre option. Une autre option. C'est pas le parent pauvre, c'est une autre option. Ben, c'est quelque chose qu'ils ont fait évoluer. Ça a une très mauvaise réputation dans les dernières années. Ils ont mis de l'argent dedans parce qu'ils avaient besoin d'en mettre. C'est Apache Cordova. Donc là, c'est littéralement de faire une mini-application web que tu vas embarquer dans une espèce de coquille d'une application, mais qui roule un browser web et qui va... L'utilisateur, lui, s'il se préoccupe pas trop du rendu, il va penser que c'est une application native, mais c'est pas les contrôles natifs que tu utilises, c'est des contrôles web dans une page web. Ouais. Mais qui est tout embarqué dans une application. Donc, tu peux vraiment publier une application sur le store avec ça, si tu veux. iOS, Android. Je sais pas, par exemple, si tu as besoin d'un Mac pour déployer sûrement. Oui. Aussitôt que tu parles de déploiement sur iOS, tu as besoin d'un Mac. Donc ça... Ben là, quand t'embarques... Mais la première nouvelle, c'est que maintenant, Visual Studio 2015, c'est une plateforme qui te permet aisément de cibler le mobile. Oui. Mais là, on parle... Toutes les plateformes. Android, puis là, on dit avec Xamarin, mais tu peux le faire aussi en C++, parce que c'est, entre autres, tous les produits Office que Microsoft ont lancés dans la dernière année et demie ont tous été développés avec Visual Studio, avec les outils de C++, puis Microsoft les a juste intégrés. Donc, tu peux faire du C++ pour aller vers Android. Puis, c'est sûr que, bon, vers le iOS, ben là, C++, ça n'existe pas comme c'est du Objective-C ou du Swift. Mais donc là, c'est là que tu vas avoir besoin d'aller chercher un produit comme Xamarin si tu veux pas avoir à prendre, en tout cas, à quitter l'environnement Visual Studio puis aller vers l'outillage que fournit Apple. On a même vu des démos à un certain moment donné. Je l'ai pas essayé moi-même. On a vu une démo, c'était live. Le gars, il était dans Visual Studio. Il y avait un Mac en quelque part sur le réseau. L'application roulait sur l'émulateur dans le Mac et le débogueur de Visual Studio 2015 allait en ligne par ligne et on voyait l'écran du Mac bouger. Ben, moi, je développe aujourd'hui là, pour vers iOS puis vers Android avec Xamarin. Et tu peux littéralement bloquer ton émulateur est sur ton Mac. J'ai un Mac avec mon écran et tout, puis je suis dans mon Visual Studio sur mon PC, puis je suis capable littéralement de pouvoir contrôler. Donc ça, c'est très bien. C'est pas parce qu'on développe multiplateforme qu'on est aveugle quand arrive le moment du débogage. Là. Mais ils l'ont intégré très, très bien. On a connu ça depuis longtemps. Dès que tu voulais, mettons, vers un téléphone, tu vas déboguer à partir de ton PC, même si ton téléphone roulait. Puis c'est encore vrai. Là. Ils ont juste la plateforme. La seule difficulté, c'est que pour compiler pour un Mac, en tout cas, tu as différentes contraintes qui font que tu peux pas le faire ailleurs que sur un Mac. Mais tu parlais d'émulateurs. Oui, les émulateurs Android aussi qui ont été revisités complètement parce qu'il y avait beaucoup de lenteur. Aussitôt que Visual Studio démarrait un émulateur pour Android, ils les ont refait complètement. Juste ça, n'importe qui fait du développement Android, c'est la nuit et le jour. Parce que c'est ça, Microsoft a sorti leur propre émulateur Android qui roule sur Hyper-V. Hyper-V, ça prend un processeur qui est capable de traiter Hyper-V. Tous les laptops et desktops récents sont capables de le supporter. Donc, à moins que vous ayez une vieille machine, là, vous avez 4 ans, vous avez pas de problème. Là. Mais ça c'est super intéressant parce que normalement, tu utilisais un émulateur Android qui roule dans VirtualBox. Il fallait que tu disable Hyper-V. Fait que là, tu étais pogné après ça pour les émulateurs Windows Phone. Eux autres, ils roulent sur Hyper-V. Fait que là, qu'est-ce que tu faisais? Fallait que tu rebootes là, en enablant Hyper-V. Tandis que là, tu as ton émulateur Android qui roule sur Hyper-V, ton émulateur Windows Phone. Tout va bien, puis ça roule super vite. C'est ça. Donc, il y avait deux problèmes. C'est qu'il fallait que tu changes, entre autres, des clés de registre pour lui dire « Hey, je veux l'Hyper-V ou pas l'Hyper-V ». Donc, c'était compliqué. Puis quand t'embarquais dans Android, c'était lent, c'était plein de... En tout cas, ça crachait plus souvent qu'autrement. Donc, à un moment donné, tu te tannais, tu disais « OK, je vais prendre... » Il y avait un produit compétiteur qui était un produit commercial de la compagnie Genymotion. Là, tu disais « je vais essayer Genymotion. » Mais là, c'était limité. Tu avais juste certaines. Sinon, il fallait que tu sortes une couple de centaines de dollars par année. Puis, entre-temps, l'automne dernier, Xamarin a annoncé qu'eux autres fourniraient un émulateur, mais encore là, c'est un émulateur qui fonctionnait sur la technologie VirtualBox. Donc, c'était mieux, parce que Xamarin avait quand même fait un bon émulateur, mais là, d'en avoir un qui roule natif, puis
super. Puis, tu sais, Microsoft nous donne maintenant, je pense, à peu près 18 sortes d'émulateurs déjà. T'as à peu près tous les types de téléphones possibles. Donc, c'est... puis, il lâche pas de l'ajouter. Donc, c'est rendu un produit standalone. Même, tu peux l'installer indépendamment de Visual Studio 2015. Donc, si tu fais juste du développement Android, tu n'utilises pas Visual Studio 2015, va chercher ça. Windows. L'émulateur. Oui, c'est sur Windows. Windows, on ça s'entend. prend Hyper-V. Donc, ouverture de Microsoft vers le mobile, ouverture de Microsoft vers Windows 10, forcément, donc universel. Est-ce qu'il y a d'autres choses que Microsoft a ouvert dans cette plateforme-là? L'intégration avec Azure... Ben, il y a des features de Azure qui ont été débloqués par la venue de Visual Studio 2015. Si on est bloqué à 2013, il y a des choses qu'on peut pas faire parce que Azure évolue très, très, très rapidement. Eux autres, ils ont un cycle, une cadence là, qui est très accélérée. Là. Donc, Visual Studio, quand il veut suivre, ben, il n'y a pas le choix. Puis là, ils sont en train de faire la migration de l'ancien portail vers le nouveau. Il y a des choses là, à l'intérieur du Server Explorer, entre autres, dans 2013, qui sont pas supportées du côté de Azure, qui sont supportées dans 2015. Ce qui est intéressant ici à noter, c'est que toute l'extensibilité là de Azure est installée par le SDK d'Azure. Quand on installe le SDK, ça installe tout le Server Explorer d'Azure là. Ouais. Et ce qui est intéressant dans la dernière version... J'aime ça, parce que le serveur Explorer d'Azure... Un peu avant, on avait des serveurs Explorer pour voir nos BD, par exemple. Mais là, tu as maintenant un serveur Explorer juste pour... Qui pointe vers ton Azure, puis qui connaît Azure, puis qui te permet de faire des choses plus simplement avec Azure. Puis, avec les versions précédentes de 2.7.1, c'était un binaire là, finalement qui était poussé. Puis s'il y avait des changements, par exemple, qu'il devait faire rapidement, il devait faire un nouveau release du SDK. Avec la dernière version, en fait, le UI, c'est du HTML. Fait qu'ils sont capables de faire des changements sur le serveur, puis toi tu oui, exactement, sur le serveur, là, puis soit des correctifs de bugs, soit des nouveaux features, soit des ajouts, des améliorations. Fait que ça c'est intéressant, fait que ça fait partie un peu de l'extensibilité. Même chose pour l'installateur de ça, je sais pas si tu voulais en parler du setup. C'est plate à parler, là, normalement, du programme d'installation de Visual Studio. En fait, j'ai cliqué next, puis full install. Mais tu parlais tantôt des Universal Windows App. Lorsque VS 2015 est sorti, c'était pas inclus dans le setup. Ils l'ont poussé quelques semaines après la sortie de Visual Studio, mais tu avais le même setup, tu le démarrais, puis maintenant, tu voyais là, ces des options qui sont ajoutées. Ouais. Ça c'est super intéressant. C'est un bon point que tu amènes, Guy. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une réarchitecture de Visual Studio pour que ça devienne quelque chose qui puisse se mettre à jour de façon beaucoup plus vite. Et moi, je serais pas surpris, on verra, là, mais je serais pas surpris qu'en 2016, 2017, à un moment donné, que tu puisses juste acheter un abonnement. Un peu comme aujourd'hui, tu peux acheter un abonnement pour ton Office 365, c'est tant par mois, puis tu vas chercher toutes les versions de Office pour tous les clients que tu as. Ben, peut-être que tu vas une espèce de jumelé. Bon, tu as un abonnement de temps, ça te donne un Visual Studio Online qui, on n'en parle pas, là, on fera une émission là-dessus, mais qui est essentiellement ton TFS sur le cloud, qui te permet d'avoir toute ton gestion de clôture, gestion des systèmes de travail. Et jumelé avec ça, ben là, tu as ton Visual Studio 2015 que tu peux installer sur... Puis s'il est attaché à toi, ça veut dire que tu peux l'installer sur tous les postes où est-ce que toi tu travailles, dans la mesure où est-ce que tu es toujours devant un seul ordinateur en même temps? Ben, on peut le faire déjà. Quand il faut s'authentifier lorsqu'on l'utilise. Il y a deux façons. C'est vrai, soit avec la clé d'utilisation, donc que tu as avec ton MSDN, ou soit avec ton Live ID. Puis ton Live ID, il sait que tu as une licence. Éric, on parle de Visual Studio 2015. Historiquement, ça a toujours été un produit pour te permettre de développer pour la plateforme .NET. Oui. Rendu où la plateforme .NET dans ce produit-là? Là? Tu parles en termes de version? De framework? Y a-t-il encore un framework? Il y a encore une version. Il y a encore un framework, c'est-à-dire, oui, il y a encore un framework derrière tout ça. On n'a pas le choix. D'ailleurs, avec Windows 10, le plus récent framework est installé. Puis là, tu vas me demander, c'est quoi le numéro de version du plus récent framework? Ouais, j'imagine. Le plus récent framework, celui officiel, celui qui est live, c'est 4.6. Ouais. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ceux qui ont joué avec le bêta ou le tech preview qu'on a vu avant, la version qui était dedans, c'était 4.5.3. Fait que quand il faut faire attention, le 4.5.3, c'était une version bêta. Ça n'a jamais été une version qu'on pouvait installer sur un utilisateur final, là. C'était pas pour ça.
Ce qui est un petit peu dommage quand on part un nouveau projet sur à peu près toutes les plateformes dans Visual Studio 2015. Le framework choisi par défaut, c'est 4.5.2. Fait qu'on on bénéficie même pas en partant des nouvelles fonctionnalités. Faut aller le changer. Faut aller le changer. Quand on crée le nouveau projet, on a ça, le... c'est si on veut utiliser un framework qui serait déployé sur chacun de nos PC en entreprise, par exemple. Puis on dit, OK, on se met à jour sur 4.6. Ouais. Mais est-ce que c'est possible que 2015, tu sais, de pouvoir dire, maintenant, moi, là, je voudrais packager mon framework dans mon application, puis, donc, ce qu'on appelle aller natif. C'est pas tous les types d'applications. C'est pas toutes les plateformes. C'est vrai, natif, c'est si tu vas vers une application UWP. Ouais, c'est pas toutes les plateformes qui supportent ça, puis c'est pas toutes les features de .NET qui sont supportées là-dedans. Ça a le rapport au core, là. On va juste laisser un mot sur que c'est, parce que là, je viens de lancer une bulle .NET en l'air. natif. Mais c'est que Microsoft, tu me corrigeras si je me trompe, grosso modo, ce qu'ils font, c'est que tu vas être capable maintenant de pouvoir prendre ton application, surtout une application que tu aurais faite pour Windows 10, et au lieu qu'elle roule juste en mode interprété dans ton framework, tu vas pouvoir la compiler pour qu'elle soit vraiment comme aussi vite que si c'était du code C++ compilé. Puis ça, ils appellent ça du native.NET. C'est un peu, avant ça, quand on compile à l'intérieur de Visual Studio, il nous génère du IL. Ouais. Le IL sur la machine est retransformé par un engine en version plus native. Mais là, c'est comme s'il y avait tout packagé ça ensemble. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pointer sur une plateforme en particulier. Je target seulement le 64 bits ou encore le 32 bits parce que c'est encore possible. Le genre de place où est-ce que tu vas y trouver un gain, c'est si tu dis, OK, moi, je veux déployer sur Azure, par exemple. Il connaît la plateforme, il va te l'optimiser pour rouler sur un Azure puis aller chercher la performance, des gains de performance. On parle de 40-50% peut-être. Les statistiques sont très mitigées. Il y a des domaines que oui, c'est vrai parce qu'il y a beaucoup d'overhead, mais il y a des domaines que le framework, même s'il n'est pas compilé de façon native, c'est à peu près similaire, là. Donc ça, c'est une option, mais on peut toujours faire comme on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire cibler quel framework sur lequel on veut déployer, puis s'assurer que le framework est présent sur les PC sur lesquels on veut faire rouler notre application. Puis une chose qu'on n'a pas dit, c'est aujourd'hui, là, vous utilisez Visual Studio 2012, 2013. Si vous migrez à 2015, c'est pas votre solution que vous migrez. Vous pouvez travailler, vous, sur votre poste avec Visual Studio 2015. Votre collègue à côté travaille avec 2012 sur la même solution. Ça, c'est une chose qui était vraiment un souffle-douleur avant, c'est que dès que tu prenais un projet, une solution, elle se migrait. Là, il n'y a plus de changement comme de Depuis 2012, 2013, 2015, là, le fichier de solution reste similaire. C'est certain que je peux pas partir une application en 2015 UWP puis penser l'ouvrir en 2012. Ça n'existait pas en 2012. Ouais. Mais si je pars une application WPF ou une application web, pas la dernière version, mais quelque chose qui target quelque chose d'un peu plus vieux, je vais pouvoir l'ouvrir sur n'importe quelle machine. C'est que tu peux te mettre Visual Studio 2015 sur ton PC et travailler avec tes confrères sur des projets que vous développez en 2013, par exemple, puis eux ne seront pas impactés. Et toi, peut-être travailler sur d'autres projets à côté qui nécessitent 2015 parce que vous avez un besoin quelconque qui font que tu voudrais aller vers une nouvelle plateforme, par exemple. Ou celui qui est le plus designer de la gang sur un projet WPF, Blend est un peu mieux à l'intérieur de Visual Studio 2015, donc lui, il y a un bénéfice à migrer plus rapidement. Donc, des améliorations du côté, pas des améliorations, mais mise à jour avec les frameworks. Si on regarde l'environnement lui-même, ça s'appelle un IDE, donc un environnement intégré de développement. Donc, c'est quoi les nouvelles choses ou qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont corrigé la plainte numéro 1 qu'il y avait. Vous vous souvenez, le menu en haut, il était tout en majuscule. Mais ils sont venus en arrière. Il était temps. Hein? Bon. Non, ils ont fait un menu qui ressemble à un menu. Ils ont fait un menu qui ressemble à un menu. Ça, ils ont travaillé fort là-dessus. Ça ressemble un peu comme au stock menu, hein. Ça prend du temps, même en ligne, il décide de corriger. Hey, je me souviens, on était au Summit, là, au MVP Summit, puis on leur disait non. Faites pas ça. Ouais, puis ils l'ont fait pareil, puis il y en a qui ont trouvé des hacks de registre, puis mais ils sont revenus en arrière. Mais ils ont fait beaucoup mieux que ça. On parlait de Roslyn tantôt, qui est le nouveau compilateur. Ils ont intégré à l'intérieur de Visual Studio des fonctionnalités de refactoring, renaming. Ça a toujours été là, mais pas aussi avancé que ce qu'ils ont maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui utilisaient des outils comme ReSharper, qui ne priaient que par ReSharper. Plusieurs fonctionnalités de base de ReSharper sont maintenant intégrées avec Visual Studio. Ouais. Donc, ça l'a amené encore plus loin.
Je pense des améliorations pour juste au petit l'intégration Lightbulb. avec Git aussi. Ça, c'est sûr qu'ils sont mis à jour pour que ça soit encore plus facile de travailler avec des outils de gestion de code source distribués comme Git. Oui. Ben, Git, c'est une extension qui est écrite par Git, que tu télécharges, que tu installes, là, finalement. Pour GitHub. Oui, pour GitHub. Moi, je te parlais juste si tu as un gestionnaire code source. Oui. OK. Donc, mais tu as raison, il y a même des extensions maintenant que tu peux installer, entre autres pour cibler si tu travailles avec GitHub, là, tu peux te sentir comme à la maison. Ben oui. Autre amélioration du côté de l'IDE? Le débogueur a continué à évoluer encore beaucoup, surtout les applications XAML qui étaient plus difficiles à déboguer quand on était du côté XAML. Ils ont continué à améliorer parce qu'il y avait une faiblesse à ce niveau-là. Ça, on voit un développeur WPF là, qui voit les bénéfices pour son... Ben, je parle de ce avec quoi j'ai travaillé. Des applications WPF, il y en a encore une panoplie, puis des applications WinForm, il y en a encore beaucoup aussi. Mais ce qui est intéressant, Mario, c'est que Microsoft, ils ont dit... Bon, si vous faites des applications desktop, la solution, c'est WPF. Ils ont investi beaucoup dans la dernière année dans tout ce qui est WPF. Et il y a des investissements, comme tu dis, qui ont été faits, puis il y a de l'amélioration au niveau de la performance, des bugs qui étaient là depuis des années il n'y avait pas vraiment touché à WPF à la version 2013. Il y avait touché en 2012. 2013, il n'y avait pas touché. Ils ne savaient pas ce qu'ils feraient avec ça. Puis là, bon. Mais là, ils ont fait un investissement majeur. Ils ont fait un statement, un commitment comme de quoi on continue avec WPF. Ben, WPF. UWP, là, on s'entend, là, c'est un WPF qui est pas juste pour la plateforme Windows, là. C'est pour toutes les plateformes qu'on a énumérées tantôt. Mais ça reste XAML en arrière, ça reste C#, ça reste VB, même si vous voulez. Il y a un engagement clair de Microsoft. XAML, c'est maintenant notre façon à nous de découpler la couche présentation de la couche de code. Puis, on nous fournit l'outillage, puis on va investir là-dedans. Tu sais, il y a eu tout un moment donné, on a pensé que ça serait, JavaScript avec, du CSS, donc à l'approche web. Monsieur Sinowski. Puis, j'ai rien à dire contre ça. Le web est correct, mais quand tu veux faire des applications. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous les environnements, Le web amène une complexité qui est pas nécessaire partout. Le monde WPF ou Windows a une facilité qui est bonne à avoir en entreprise quand ton environnement il est plus contrôlé. Autre amélioration du côté de l'IDE? Oui, il y en a plus ben. Là, c'est certains qui ont joué avec, là on parle plus de l'IDE, mais du langage. Il y a plusieurs, moi ce que j'appelle du syntaxic sugar. Les Elvis Operator, là, entre autres, là, où tout le monde a travaillé avec le string.format avec les accolades françaises 012. Ils ont travaillé fort. Travaillé fort. Au lieu de mettre 012, tu peux maintenant mettre tes noms de propriété ou de variables. C'est beaucoup plus facile à lire. On avait tout le temps, on paddait notre code avec des if objet is null, then bypass ça. Ben là, maintenant, on peut mettre le point d'interrogation en avant du point. Si c'est un nul, il va juste sauter par-dessus. Donc, il y a un paquet de petits features comme ça. Au niveau du langage. Puis toi, tu l'utilises quoi, depuis un mois et demi, 2 mois maintenant, ton 2015? Ou Ben, j'ai commencé avec la version bêta, sur un Windows 10 bêta. Fait que je travaillais dessus en WPF, puis quand ça plantait trop, parce qu'il y avait une instabilité. Je sais pas si c'était Windows 10 qui était instable ou Visual Studio 2015 bêta qui était instable. Une combinaison des deux. Ou une combinaison des deux. Depuis que j'utilise Visual Studio 2015, la version live, la version finale, sous Windows 10 finale aussi, j'ai plus d'instabilité comme j'avais avant quand j'utilisais les versions preview. Ce qui est normal. Quand on utilise un bêta ou une copie preview, on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose qui plante. C'est pour ça qu'ils en sortent des nouvelles versions fréquemment. Puis c'est pour ça qu'ils vous disent, installez pas ça sur vos machines de production. Moi, j'avais le loisir d'avoir une deuxième machine. Puis comme tout était dans TFS, ben si c'était trop instable d'un côté, j'allais de l'autre côté, je faisais un get latest, je continuais à travailler sur mon environnement plus stable. Puis mon autre environnement plus stable, c'était à 2013. Fait que je me promenais déjà de 2015 à 2013 sans aucun problème. Donc, sur la même solution. Tu ton 2015 depuis au moins un mois. Oui. Puis je target pas tout le temps 4.6. J'ai un projet sur lequel je target 4.6, mais j'ai d'autres projets que je target des frameworks plus vieux sans aucun problème. Y a-tu quelque chose dans le produit que tu dis juste ça là, je trouve ça bien cool. Il y a tout ce qui a rapport au débogueur, là, ils ont vraiment fait une amélioration, là, c'est incroyable, là. Tu peux aller dans le temps, voir qu'est-ce que c'était ton stack à un certain moment donné, sans devoir arrêter ton programme au moment où ça plante, là. Ça, c'est vraiment super, là. Guy, as-tu la chance de l'essayer un peu, j'imagine, parce que t'as accès au produit? Oui, absolument. Donc, y a-tu quelque chose que t'as trouvé cool? Moi, je n'ai une, en tout cas. Mais... je pense que c'est un petit peu l'intégration de
tout. En fait, de voir que Visual Studio s'est rendu maintenant, ça n'a pas juste à développer du .NET, là. On peut faire du Xamarin, du Web, Cordova. J'ai downloadé les extensions pour Node. T'installes tout ça, puis tu peux développer des applications Node. Tout le tooling là s'adapte. C'est vraiment caméléon comme. En fait, c'est un petit peu l'ensemble du produit que je trouve impressionnant. Moi, il y a une petite amélioration banale, mais des fois là, tu fais comme ça c'est vraiment cool. Moi, je développe beaucoup pour Xamarin, donc ça veut dire que j'ai une solution avec 4 projets dedans. Les projets natifs, là, un pour iOS, un pour Android, un pour Windows Phone. Puis j'ai mon projet qui est business. Qui est pas business, qui est finalement le projet Xamarin Forms, mais que je déploie jamais parce que c'est là qui est fait toute l'interface, mais qui est retargeté après pour. Donc moi, je suis en train d'alterner entre je vais aller vers iOS, je vais aller vers Android. Et absolument, ce que je fais, c'est je vais dans ma solution. Je right-click, puis je dis « Set at Startup Project » pour dire « OK, là, maintenant, je veux cibler. » C'est toi qui as demandé le combo puis en là, haut. t'as un petit combo, tu peux juste choisir dans ton combo. Tellement... C'est banal, mais moi, c'est juste ça, je fais comme « c'est cool » parce que t'es souvent là, puis t'as rien besoin de dire « maintenant, cible Android, puis that's it. » Ouais, c'est vrai, je l'utilise moi aussi, parce qu'avant ça, il fallait que je ferme tous les folders de ma solution pour trouver le projet, faire le clic de droit, puis là, trouver le Set at Start Project qui était caché au milieu, puis la liste elle pouvait être assez longue. Moi, ce petit combo-là qui me permet de choisir, et le fait que c'est très bien intégré maintenant avec iOS, ça veut dire qu'en plus que, tu sais, je suis capable de voir littéralement tous mes émulateurs que j'ai sur iOS, mon device, donc c'est facile pour dire, OK, lance-moi ça, puis il va exécuter sur ma machine. Ce petit combo-là, as-tu remarqué que c'est seulement les exécutables qui apparaissent à l'intérieur? Dans ta solution, tu peux avoir un paquet de DLL qui sont pas exécutables. Mais dans ton petit combo en haut, c'est seulement les exécutables. Fait que là, ça vient limiter ta liste à 3-4 sur une solution qui a tes cibles, 50. Tes cibles qui sont des unités de déploiement. Donc, donc juste cette petite amélioration-là, moi, c'était comme, il y en a un paquet d'autres, mais celle-là, je fais comme, ça, c'est cool. Écoute, ça fait le tour, hein? On pourrait parler des heures, mais pour un overview comme ça, oui, ça fait le tour. Là, ce qu'il faut que vous fassiez maintenant, c'est utiliser la version Community ou quelque chose de genre. Vous mettre les mains dedans, ouvrez les projets que vous avez déjà, rentrez dedans. Vous allez voir que le compilateur a été refait, mais c'est complètement transparent pour vous. D'ailleurs, Microsoft, quand ils ont fait Roslyn, ils ont demandé à un paquet de partenaires, envoyez-nous votre code source. On va s'assurer que ça compile byte pour byte avec ce que vous aviez avant, les bugs inclus. Parce que le compilateur avait des bugs. Il me semble, j'avais entendu une statistique qui disait que plus de 90% des bugs qui existent encore. Parce que le monde a fait des workarounds pour travailler autour de ces bugs-là. Puis il y en a seulement certains qui causaient des vrais problèmes de sécurité qui ont décidé de corriger. Sinon, les autres sont tous encore là. Ben écoute, merci beaucoup, Eric. Donc, une bonne émission sur Visual Studio. Hey, t'as rendu compte qu'on a fait le Visual Studio Talk Show, fait une émission sur Visual Studio? Ouais. Ben, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui diraient, tant mieux, ils sont toujours en train de parler de toutes sortes de sujets, puis ils parlent pas vraiment de... Faut me réinviter plus souvent, c'est tout. Ben, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs. On vous revoit le mois prochain. Au revoir.